L'économie de contribution, c'est une économie qui ne repose plus du tout sur le partage d'abord entre production et consommation. Je vous disais tout à l'heure, pour solvabiliser la production industrielle, il faut du pouvoir d'achat. Ce concept de pouvoir d'achat, il n'est pas très ancien. Ça date de Keynes. Vous savez qu'au début du XXe siècle, un type qui s'appelait Henry Ford a inventé le travail à la chaîne. Henry Ford était un lecteur de Frederick Taylor. Il a repris les idées de Frederick Taylor et il a dit on peut multiplier par 3, 4, 5, 10 la productivité en mettant des méthodes de travail scientifiques dans la production. Mais il a très vite compris que son problème, ça serait de vendre. Parce que c'est très joli de faire 1 million de bagnoles par an. C'est ce qu'a fait Ford au bout de 15 ans de ce modèle. Ça a commencé en 1908. Exactement 100 ans plus tard, ça se cassait la figure d'ailleurs. Bon. Mais bon, vendre 1 million de voitures, il faut qu'il y ait des clients pour vendre 1 million de voitures. Donc Ford a dit pour qu'il y ait des clients, il faut que les voitures ne coûtent pas cher et que mes ouvriers gagnent très bien leur vie et ils pourront acheter les bagnoles qu'ils produisent. Ça, c'est le modèle qu'on appelle Fordiste. Ce modèle, en fait, n'a pas vraiment marché. Il a marché un certain temps, puis ça s'est cassé la figure parce que toutes les structures du capitalisme américain, qui étaient ultra spéculatifs, étaient incompatibles avec ce modèle. Donc il y a eu la crise de 29. Et entre 1929 et 1933, un type qui s'appelait Roosevelt a réfléchi. Il a fait venir un type qui s'appelait Keynes d'Angleterre. Et finalement, ce Keynes est arrivé en disant mais il faut complètement repenser le système. Il faut créer un welfare state à l'américaine qui va garantir un pouvoir d'achat minimum, des conditions de travail, une limitation du temps de travail, une éducation, une protection sociale, etc. Et c'est comme ça qu'est né le keynésianisme. C'était de donner du boulot aux gens. On se retrouve avec le même problème en ce moment. Maintenant arrive la robotisation totale. Et la robotisation totale, ça veut dire qu'il n'y aura vraiment plus du tout d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redistribuer du pouvoir d'achat par d'autres voies que le salaire. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a plus de salaire. Et c'est tout à fait possible. Arsène Frisch nous disons qu'il faut reprendre le modèle des intermittents du spectacle. Parce que, en fait, la question qui va se poser demain, c'est de produire de plus en plus d'intelligence. Le numérique, je reviens à la question numérique, a une très grande vertu. Vous avez vu ça. Vous utilisez Wikipédia comme tout le monde. Vous pouvez peut-être penser, comme certains universitaires français, que Wikipédia, c'est de la crotte, etc. Mais ils disent ça, mais ils s'en servent aussi. Et c'est archi faux que c'est de la crotte, c'est pas vrai du tout. Wikipédia, il y a une étude qui a été faite, est plus fiable que les encyclopédies officielles. C'est de meilleure qualité. C'est mieux relu, c'est mieux critiqué. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que vous avez des articles sur une découverte qui a été faite il y a 15 jours. Allez voir dans l'Encyclopédie universaliste, vous attendez 5 ans pour avoir un article sur une découverte. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas bon, c'est archi faux. Wikipédia, ça a constitué une force contributive. Qu'est-ce que c'est que cette force contributive? C'est une force qui produit plus d'intelligence. Cette intelligence, elle est produite sur Wikipédia par à peu près 500 000 à 1 million de contributeurs qui sont des contributeurs assez permanents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui modèrent des articles. Il y a des centaines de millions, en fait à peu près 2 milliards, de personnes qui utilisent Wikipédia. C'est à peu près 2 milliards parce qu'il y a 2 milliards d'internautes sur la planète et tout le monde utilise Wikipédia. C'est le 5e site mondial. Ça fonctionne avec 50 salariés. Ça ne produit pas une thune, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun business model. Ça ne vit que des dons. Et ça s'est développé à cause de ce qu'on appelle la libido sciendi, l'amour du savoir. Il y a des gens qui ont développé ça parce que tout simplement, ils aiment ce qu'ils font. Il y a des pêcheurs de truites, par exemple, là-dedans. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est des gens qui savent pêcher à la mouche, il n'y en a pas tant que ça. Ils vont vous dire, ah, attendez, non, c'est pas comme ça qu'on pêche à la mouche. Je suis désolé. Et la meilleure façon de faire une mouche, c'est comme ça que ça se fait. Donc vous trouvez la pêche à la mouche, vous trouvez un article sur le 2e principe de la théorie thermodynamique, vous trouvez tout ce que vous voulez sur Wikipédia. Toutes les formes de savoir-vivre, de savoir-faire et de savoir conceptuel sont sur Wikipédia. Et c'est fabuleux. Ça produit une valeur colossale. Wikipédia, c'est une entreprise purement coopérative, contributive. Il n'y a pas de but lucratif. Google, c'est un but très lucratif. C'est aujourd'hui le meilleur taux de rentabilité du monde. Ils ont piqué la publicité à peu près à tout le monde.
et gagnent des milliards. Et moi, je me souviens très bien qu'en 2000, quand je suivais Google, tout le monde dit « Oh, Google, ça ne marchera jamais !» Google, c'est une entreprise contributive. C'est une entreprise contributive que je combats, dont je me sers sans arrêt. J'en suis un des clients et des fournisseurs. Mais c'est contributif parce que je contribue à Google. En me servant du moteur de recherche de Google, je nourris le moteur de recherche de Google. Le contributif, c'est aussi un pharmacone. Tout est un pharmacone. Il y a du mauvais contributif. Aujourd'hui, tout ce qui se développe aujourd'hui, Amazon, Google, Facebook et tous ces machins, c'est contributif. Ce n'est pas le modèle classique. Mais c'est du mauvais contributif parce qu'il reste financé par le consumérisme. C'est ce que j'appelle un hyper-consumérisme. Et ce que je crois, c'est que c'est un contributif transitoire. Si vous voulez, Google, c'est comme les voitures hybrides de Toyota. Ça marche à l'électricité et à l'essence en attendant d'être tout électrique. Eh bien, il va y avoir du tout contributif. On n'en est pas encore là. Il y aura du tout contributif quand il n'y aura plus du tout de salaire, on sera bien obligé de redistribuer. Alors, il y a deux façons de dire on va redistribuer. Il y en a une d'un type que vous connaissez bien, qui est Milton Friedman, le théoricien ultralibéral, élève de Hayek, etc., qui dit il faut laisser jouer le marché à fond. Il a inventé un truc qu'on appelle aujourd'hui le revenu minimum d'existence. Ça ne vient pas du tout des gauchistes ou des hackers, ou je ne sais pas. C'est Milton Friedman qui a dit à un moment donné, on n'aura plus besoin de salariés, donc il faudra bien leur donner un revenu minimum d'existence. C'est-à-dire qu'il faudra faire en sorte qu'il y ait une classe de sous-pauvres, mais qui ont quand même encore de quoi acheter un peu, et puis des gens ultra riches. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout à ce truc-là. Je pense que c'est totalement insolvable. Outre que socialement c'est injuste et que ça conduit forcément à des conflits sociaux absolument violents. Je pense qu'il faut développer ce que nous appelons, nous, le revenu contributif, fondé sur le modèle des intermittents du spectacle. Pourquoi? La valeur contributive qui se produit aujourd'hui sur Wikipédia, c'est ce qu'un ami à moi et un collègue de l'université de Compiègne, qui s'appelle Yann Moulier-Bouton, appelle l'économie pollen. On sait aujourd'hui que les abeilles permettent de produire de la valeur monétisable à travers le miel. Les apiculteurs récoltent le miel des abeilles et le vendent. Mais ce que produit, la valeur qui est produite par les abeilles, ce n'est pas le miel, vous le savez bien. C'est la pollinisation des végétaux. Les abeilles, et plus généralement les hyménoptères, sont des animaux, des insectes qui pollinisent les végétaux. On dit que Einstein aurait affirmé que l'humanité crèverait d'avoir tué les abeilles, parce qu'Einstein savait très bien que si on détruit les hyménoptères, il n'y a plus de fécondité des végétaux. Et s'il n'y a plus de fécondité des végétaux, il n'y a plus rien à manger. Ni de végétal, ni d'animal, parce que l'animal mange des végétaux. Et donc c'est la chaîne, toute la chaîne du vivant qui est détruite. On est en ce moment arrivé à ce stade, puisque aujourd'hui en Chine, il y a certains endroits en Chine, il n'y a plus d'hyménoptères. Et on est obligé de polliniser à la main. La pollinisation, c'est quelque chose qui n'est pas monétisable. Si on veut le monétiser, ça ne marche plus. Si on veut faire des gens qui vont vendre des abeilles pour polliniser, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui vient en plus. Ce que je crois, c'est que l'économie de contribution, c'est une économie de pollinisation. Et je pense que le problème de l'humanité de demain, la génération qui vient, là, les jeunes qui vont vivre le passage de 7 à 9 milliards d'habitants, c'est ce qu'on nous annonce pour les 30 ans qui viennent. Cette génération-là, il n'y aura plus de travail. Elle va devoir être extrêmement intelligente. Quand je dis extrêmement intelligente, ça ne veut pas dire simplement être capable d'extraire des racines carrées ou de faire des théorèmes. Ça veut dire intelligente au sens où, à l'époque de Madame de Lafayette, que Sarkozy avait dit « on va sortir ça », on appelait intelligence. L'intelligence, c'était la relation sociale. Être en bonne intelligence avec les gens. Il va falloir sortir du consumérisme, qui nous a quand même tous crétinisés. Regardez quand même, on est totalement désocialisés. On a des comportements de gorées en tant que consommateurs. On se comporte vraiment n'importe comment, comme des porcs. Et c'est plus vivable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mômes qui passent du côté du djihadisme extrême, qui ne sont pas des musulmans. C'est parce qu'ils n'y croient plus du tout à tout ça. Ça les dégoûte, ça les rend méchants. Et il y en aura de plus en plus des gens qui seront méchants, tout ça. Parce que c'est bête. La bêtise rend méchant. Il faut élever l'intelligence, le niveau d'intelligence. On va avoir besoin de produire énormément de capacités
collective. Et donc, au lieu de donner un revenu minimum d'existence aux gens, il faut leur donner un revenu contributif. Sur le modèle des intermittents du spectacle. Comment ça marche, les intermittents? On donne à des gens de l'argent. C'est pas somptueux, mais c'est correct. Ça permet de vivre correctement. Et donc, ça leur permet d'aller suivre des cours, par exemple les cours de l'INA Formation. J'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Ça leur permet de rencontrer des gens, de réfléchir. Ça leur permet de se donner du temps pour produire quoi? De l'intelligence, de la désautomatisation. Et pendant ce processus où ils se désautomatisent, ils développent des idées, et à un moment donné, ils trouvent, je ne sais pas moi, le théâtre du Rond-Point, l'INA, ou je ne sais pas qui leur dit, tiens, si tu venais passer 3 mois avec nous en production avec tes trucs. Et ils créent quelque chose de nouveau, et alors là, ils rentrent en production, c'est-à-dire qu'ils monétisent. Ils rentrent, ils augmentent leur salaire, ils passent à 10 000 € par mois, ou je ne sais pas quoi. Ils accumulent des droits pour être éligibles à la contributivité. Et donc, ils ont garanti que le travail qu'ils ont fait, c'est socialisé, donc il a été utile à la société. Et donc, ils prouvent qu'ils sont contributifs. Et ils peuvent retourner ensuite à leur truc. Je pense que ce modèle doit être généralisé parce que, alors ce modèle ou un autre, ce modèle peut être transformé, amélioré, mais le modèle là repose sur l'idée de ce qu'on appelle la contributivité. Je vous garantis un droit de faire ce que vous voulez, en utilisant Wikipédia, en allant à l'INA, ou en allant à l'école, ou en regardant des MOOC, ou je ne sais pas quoi, à condition de valoriser votre développement, votre capacitation, comme dirait Amartya Sen, à un moment donné dans un projet collectif. Ça peut être une association, ça peut être un service public, ça peut être créer une entreprise, faire du business, voilà. Mais vous valorisez, vous participez à un spectacle, comme les intermittents du spectacle. Et vous valorisez votre chose et vous le monétisez. Et cette monétisation, qui n'est pas forcément faire du business, ça veut dire simplement rentrer dans un circuit d'échange. Vous rendez droit pour redevenir contributeur, pour redevenir un intermittent qui va vous permettre de développer, par intermittence, donc, votre capacité. Voilà. Je pense que ce modèle doit se développer. Il se développera inévitablement parce qu'il n'y a que ça qui soit rationnel. Je pense qu'il faut aujourd'hui créer un système pour que la valeur des gens profite à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de contribution. Cette économie de contribution, c'est un modèle de redistribution, c'est ce dont je viens de parler, mais c'est aussi un modèle d'organisation du travail. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, moi, quand j'ai commencé à travailler avec des développeurs informatiques. Et j'ai découvert le logiciel libre. Et le logiciel libre, c'est un modèle contributif en matière d'organisation du travail. Dans les modèles de logiciel libre, tout le monde peut prendre la parole. Il n'y a pas de hiérarchie dans le style. Il y a une hiérarchie, mais ce n'est pas une hiérarchie fordiste, si vous voulez, ou keynésienne. C'est une hiérarchie très, très, très différente. Et c'est une démocratie entrepreneuriale, si vous voulez. Et en plus, il n'y a pas de consommateur. C'est-à-dire que quand vous utilisez un logiciel libre, vous êtes invité, en tant qu'amateur, à contribuer à l'évolution du logiciel, en proposant des transformations du logiciel. Et ça m'amène à la fin de mon propos sur la contribution. L'économie de contribution, c'est une économie d'amatorat, où les gens ne sont pas... Il y a les professionnels d'un côté et les professionnels de la profession d'un côté, comme disait Godard, et puis l'autre, les crétins, les publics qui doivent consommer. Non. Comme Godard le voulait, parce qu'au départ, Godard, c'était un spectateur. Godard, lui, il voulait analyser des films. C'était un amateur de cinéma. C'est Henri Langlois qui lui a transmis ce virus, la passion du cinéma. Et il s'est mis à faire des films, au départ, pas pour faire des films, mais pour montrer comment il les voyait. Et je pense que c'est comme ça que naissent les grands artistes, les grands écrivains, mais les grands personnages en général. Ce sont des amateurs, ce sont des gens qui font les choses pour l'amour de l'art. C'est ça que veut dire amateur. Après, que ce soit professionnel ou pas professionnel, c'est secondaire. L'économie de contribution, c'est l'économie d'amatorat. Sur Wikipédia, vous avez plein d'amateurs. Et cet amatorat, qui est une forme de la libido sciendi, amatorat, ça vient d'amour, amor. Hein, amateur, ça vient de amor, aimer. C'est une forme de la libido, au sens de Freud. Mais c'est une libido sciendi, c'est une libido sublimée dans un travail au bénéfice de tous. Voilà. Donc on retrouve quelque chose ça s'appelle tout simplement la civilisation.